Eh bien, écoutez, un grand merci d'être là avec nous ce soir pour inaugurer le rendez-vous des ALIM engagés. Alors, qu'est-ce que c'est que les ALIM engagés? Eh bien, c'est un groupe de citoyens qui a été constitué à partir des débats citoyens de l'Open Agri-Food. Et ce sont des personnes qui sont passionnées par les questions d'alimentation et qui sont volontaires pour venir en parler ensemble et avec les acteurs économiques, pour essayer de faire progresser les idées et d'y comprendre, de mieux comprendre les choses dans la filière. Alors, évidemment, dans ce rendez-vous, on ne cherche pas à obtenir un consensus, donc on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à mettre en place des actions par la suite. Ce groupe a juste pour objectif de nous permettre d'échanger ensemble, d'entendre le point de vue des autres, ce qui n'est pas toujours évident, et puis de peut-être modifier un petit peu ces points de vue en fonction de ce qu'on aura entendu tous ensemble. Alors, je vais partager avec vous quelques règles du jeu. Là, il faut que je passe mon... Voilà. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui. Donc, la première, c'est bien de couper vos micros quand vous ne parlez pas pour qu'on n'ait pas de bruit d'interférence quand il y a du bruit derrière certaines personnes. La deuxième, c'est vous pouvez prendre la parole pendant toute l'heure spontanément. C'est plus facile. Mais si vous n'arrivez pas à la prendre parce qu'il y a trop de gens qui veulent communiquer, à ce moment-là, faites-nous le savoir dans le chat en faisant dans le petit onglet réaction et en levant la main. Et du coup, comme j'essaierai de répartir la parole entre tous, je saurai que vous voulez communiquer. Une autre chose, c'est quand vous prenez la parole, si vous pouvez vous présenter très rapidement en disant votre nom, prénom et puis ce que vous faites pour qu'on sache un peu qui vous êtes. On privilégiera des prises de parole courtes de façon à ce que justement tout le monde puisse parler et s'exprimer. Si vous n'avez pas le temps de tout dire, eh bien, vous pouvez écrire ce qui n'a pas été dit dans le chat. On a en régie 2 personnes, Cindy pour le chat du Zoom sur lequel vous êtes et Simon qui s'occupe du chat de Facebook puisque notre réunion est en direct sur Facebook également pour permettre au plus grand nombre de participer. Donc, n'hésitez pas aussi à parler dans le chat. Alors, voilà. On va vous proposer d'abord un petit quiz qui va durer 5 minutes que Simon a fait à votre attention. Et donc, je lui laisse la parole pour vous le présenter et organiser ce quiz. Simon, on ne t'entend pas. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Donc, moi, je vais vous partager un petit quiz qui va nous permettre d'avoir quelques notions sur le bio, sur le local et de saison. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller sur le navigateur de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur et de cliquer, donc de rentrer le lien suivant, joinmyquiz.com/pro. Donc, Cindy, ma collègue, va vous partager le lien dans le chat. Et donc ensuite, une fois que vous serez sur ce lien que vous voyez normalement à l'écran, il faudra taper le code 734 383 qui s'affiche également à l'écran. Donc ce quiz va être intéressant, il va nous permettre de voir quelques notions importantes, de camper un petit peu les choses et peut-être d'utiliser certaines notions pour le débat. Donc ce que je vois, on a déjà 2 personnes qui sont connectées, donc on va attendre un petit peu, quand on aura peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. C'est bien, ça commence à se connecter petit à petit. Donc, à chaque fois, on aura 10 questions. À chaque fois, vous avez une ou plusieurs réponses possibles, même si l'ensemble des questions, c'est souvent du vrai ou faux. Et à chaque fois, on fera, quand les questions le nécessitent, des petites corrections.
Donc voilà, ça permettra un petit peu de voir certaines notions clés. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte. On est 9 déjà. Je vais attendre encore un tout petit peu. Donc le code 734 383 pour ceux qui ne l'ont pas. Alors vous allez voir avec ce système, on a aussi une petite compétition puisque à chaque fois il y a un classement qui s'établit. Donc on va voir quelle est la personne qui connaît mieux le sujet. Ça va être intéressant et puis ça va être un petit moment un peu ludique. Florence, on est à 16 participants, 17. On va encore attendre un petit peu. Où les gens... ah oui, après, une fois que c'est lancé, c'est difficile de nous rattraper. Alors peut-être que c'est possible pour certains de rattraper. On va attendre encore un peu. Quand on aura une vingtaine de participants. Redonne le code, peut-être. Oui, alors je vous redonne le lien, joinmyquiz.com/pro. Ensuite, le code 734 383. Bon, on a une vingtaine de participants. Je pense que certains pourront s'accrocher au wagon. Et de toute façon, vous pourrez le faire vous-même. Donc, je vois qu'il y a encore un participant. Je vais attendre encore une vingtaine de secondes. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, première question. Les champs bio sont-ils contaminés par les champs conventionnels? Je vois que 2 personnes n'ont pas encore répondu. Et donc, la réponse... Donc, il faut savoir que c'est un jeu de vitesse. Les premiers sont ceux qui répondent le plus rapidement. Donc, la réponse était que c'est normalement faux, puisqu'il y a des cahiers des charges très stricts. On remarque aussi disons, de sécurité entre les champs. Il y a des déclassements si ce n'est pas aux normes. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en agriculture conventionnelle, il y a une interdiction de pulvériser si le vent est trop fort. Je crois que c'est quand ça dépasse 19 km/h. On va passer à la deuxième question. Parmi ces produits, lesquels sont 100% bio? Je vous signale que vous avez une ou deux réponses possibles. Et donc, il n'y a que les produits frais qui sont à 100% bio, puisque les produits transformés sont à 95% bio et 5% sont issus de produits de réglementation européenne. Alors, on va passer à la troisième question. Cette fois-ci, on vous demande s'il y a des pesticides en agriculture biologique. Il y en a qui n'ont toujours pas répondu. Et donc oui, il y a des pesticides en agriculture biologique, c'est ce qu'on appelle des biopesticides. On a par exemple les auxiliaires de culture, le sulfate de cuivre, les micro-organismes ou bien les plantes. Question suivante, question numéro 4. Le bio est-il plus cher? Alors, tout le monde a répondu là, bravo. Le bio, en théorie, oui, est plus cher parce que, par exemple, si on prend des pommes golden, on va être à 1,99 le kilo. Des golden bio sont à 3,49. Donc, en théorie, sur beaucoup de produits, le bio est plus cher. On pourra justement en débattre par la suite. Question numéro 5.
En changeant le contenu de son assiette, par combien peut-on diviser nos émissions de CO2 sans en changer le prix à payer? Alors, qui est le leader actuellement? C'est Kams qui est leader devant Mathieu. Et donc c'était par deux. Question numéro 6. Vrai ou faux? Une tomate cultivée hors saison et en serre chauffée consommera 10 fois plus d'énergie et émettra 10 fois plus de CO2 qu'une tomate cultivée en pleine saison, en plein air. Et donc c'est vrai, on a vraiment une différence importante en termes d'empreinte carbone par rapport à cette autre technique. On va passer à la question numéro 7. Peut-être que le vainqueur va pouvoir, on va pouvoir dessiner un vainqueur. Vrai ou faux? Le bilan carbone de l'ananas est 5 fois supérieur à celui de la pomme. Alors, où est-ce qu'on est là? Eh bien, c'est faux. C'est 10 fois plus. Ah, Mathieu passe devant. Question suivante, toujours sur le thème des fruits et légumes. Quel aliment peut être consommé toute l'année en France sans un impact carbone important? J'y arrive pas. Hein. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, mais c'est le chou qui peut être consommé toute l'année en France. Allez, 2 dernières questions. Cette fois-ci, on va parler de l'avocat. Donc là, l'avocat, là, vous avez plusieurs réponses possibles. Savoir si c'est un fruit ou un légume, savoir s'il y a une empreinte carbone importante ou non. Donc l'avocat est bien sûr un fruit et la culture des avocats est extrêmement coûteuse en eau. Il faut compter entre 1000 et 2000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat. Les cultures d'avocat sont traitées avec des pesticides qui peuvent être assez dangereux. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la culture d'avocat entraîne une déforestation massive. Donc l'avocat avec modération. Et donc on va passer à la dernière question pour savoir qui sera le grand gagnant de ce quiz. Et ensuite, je redonnerai la parole à Florence. Alors, pour le transport des aliments, quel moyen de transport consomme le plus de carbone? Je vous invite bien sûr à sectionner le skateboard. Hein. Qui va être le grand gagnant? Qui aura fait le moins de fautes et qui aura répondu le plus vite? Ouh, ça s'est joué à peu de choses. Mathieu, Quentin, Kams, Jeanne et Flo sont les 5 premiers. Donc, petite explication par rapport à cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour évaluer l'impact environnemental des transports, donc on utilise le kilomètre alimentaire. Le bateau est le moyen de transport qui émet le moins de CO2, de 15 à 30 grammes par tonne au kilomètre. Il est suivi par le train, la voiture et le camion. L'avion est celui qui a le plus fort impact, puisqu'il émet de 570 à 1580 grammes par tonne au kilomètre. Voilà, merci à tous pour ce petit quiz. Je redonne la parole à Florence. Et l'écran, s'il te plaît. On se retrouve sur Facebook. Parfait. Merci beaucoup. J'espère que ce petit quiz a été utile pour vous et qu'il a permis de mettre à jour peut-être certaines connaissances. Je vais maintenant vous donner, mais très très vite, 2-3 informations
quelques chiffres en fait sur le bio et le local, puis après, ce sera évidemment à vous la parole. Alors, le bio a le vent en poupe, on peut dire. Il représente maintenant trois quarts des Français qui consomment du bio régulièrement et notamment chez les jeunes. 78% des 25-34 ans disent consommer du bio très régulièrement. On voit que pour l'approvisionnement bio, il y a une baisse sensible des grandes et moyennes surfaces alimentaires et que les Français ont tendance à plus privilégier la relation directe avec le producteur. Ça représente 8,5% des terres cultivées en France. Donc, on est loin du tout bio que certains appellent de leur vœu. Les fruits et légumes, les produits laitiers et les œufs sont les produits bio les plus consommés. Et les Français disent consommer bio d'abord pour préserver leur santé, bien avant des considérations sur le réchauffement climatique. Quand on dit bio, eh bien, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs bio. Plus d'un tiers des produits bio sont importés et on voit qu'en France, le contrôle du bio est en moyenne de 1,6 fois par an. Peut-être Guillaume pourra nous en dire un mot. Alors qu'en Espagne, c'est qu'une fois par an et en Roumanie, c'est une fois tous les 3 ans. Et des denrées comme le soja ou le thé vert de Chine ou les abricots séchés de Turquie sont des produits importés bio qui sont très souvent épinglés par nos organismes certificateurs en raison de leur teneur en pesticides, en dioxines, voire même de leur nature génétiquement modifiée. Enfin, en ce qui concerne le local, eh bien, lui aussi, il a, depuis surtout la crise du Covid, gagné beaucoup de points auprès des Français. 45% des achats des Français s'orientent vers des produits locaux. Le Made in France représente 39% et le bio, 29%. On voit donc que les items de santé et de proximité sont en train de devenir les critères d'achat clés en matière de produits alimentaires chez les Français. Voilà, j'ai fini de partager avec vous les quelques informations qu'on souhaitait vous donner pour démarrer. Donc bio, local ou de saison, lequel de ces 3 critères doit-on privilégier lors de ces achats de produits alimentaires? J'ai envie de donner la parole à Sophie, si je vois qu'elle se manifeste. Oui, bonjour Florence et bonjour à tous. Eh bien, pour ma part, entre bio, local et saison, bon, bah, bien sûr, on a envie de choisir les 3, mais si on en venait à avoir un penchant dans la balance, pour mon cas, ce serait le local. Pourquoi le local? Parce que je suis très attachée au fait que l'on vive en communauté, qu'on soit tous liés et qu'on ait tous une part à jouer dans notre société. Et je suis nouvelle sur la région, donc j'habite en région Centre-Val de Loire, plus précisément dans le Loiret. Et j'ai eu la chance, depuis que je suis là, de rencontrer quelques agriculteurs, de rencontrer quelques professionnels qui travaillent justement sur les produits du terroir et en particulier les fruits et légumes. Et ça m'a donné vraiment envie de manger plus local parce qu'étant de la région parisienne, je n'avais pas forcément l'opportunité de plus m'orienter vers les marchés. Et puis surtout, je suis très sensible au fait que je sache exactement qui je vais faire travailler et vers qui je vais acheter mes produits. Et donc, mon souhait, ce serait vraiment d'essayer d'améliorer la transparence et la communication entre vous, agriculteurs et producteurs, et puis nous, consommateurs. Voilà. Est-ce que ça veut dire, Sophie, que vous privilégiez l'achat local pour la relation avec le producteur ou plutôt pour le bienfait d'acheter des produits locaux pour la santé? Pour les deux. Pour les deux, parce que bien sûr, comme on l'a précisé dans le quiz, favoriser les circuits courts
diminue un petit peu l'impact carbone, enfin, même de façon grande conséquence. Mais c'est également vraiment pour, et je dirais même pour ma part, plus au niveau sociétal pour engager économiquement et socialement le lien entre justement le producteur et le consommateur. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Donc, moi, je serais plutôt pour le 2 saisons. Moi, je défends en premier le 2 saisons parce que si en plus on parle de la santé, je crois que c'est très important de respecter aussi le cycle de la vie et le cycle des saisons. Il faut savoir qu'un aliment qui a été cultivé dans de bonnes conditions et à la bonne saison a forcément plus de nutriments. Donc, le premier des critères, pour moi, c'est celui-là. Après, bien sûr, local, mais le local, pour moi, atteint ses limites aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se priver de tout. Moi, j'habite le nord-est, mais alors vraiment, hein, voilà quoi. La neige, c'était chez nous, là, il n'y a pas longtemps. Donc moi, je ne me vois pas manger que des pommes, des poires et du chou. Donc, il faut aussi pouvoir faire venir des produits d'autres régions. Hein, donc alors après, où est-ce qu'on arrête la définition du local aussi? Mais je peux comprendre le lien nécessaire avec des producteurs de proximité, mais ça ne suffira pas. Et le 2 saisons, pour moi, c'est un des premiers critères qu'on a vraiment beaucoup trop perdu de vue. Moi, ce qui m'horripile là en ce moment, et donc là, je m'adresse plus particulièrement à la grande surface, hein, donc Monsieur Léger, c'est pour vous. Je trouve inadmissible que l'on trouve des tomates en ce moment, quel que soit l'étal. C'est une aberration totale, quoi. Donc, il faut sortir de ça pour revenir à des choses simplement plus de bon sens. Et c'est vrai qu'il y a toute une éducation à faire. Hein. Moi, j'avoue, hein, jusqu'à il y a, récemment, je ne vais pas dire récemment, mais il y a peut-être 5 ans, j'ai acheté des tomates à n'importe quel moment, des poivrons à n'importe quel moment, sans me poser de questions comme tout le monde. Hein. Je suis, comme je dis toujours, une consommatrice lambda, mais il faut qu'on évolue et qu'on réapprenne aussi à utiliser ces produits de saison, et que ce soit les légumes, la viande ou les céréales. L'ensemble du pack alimentaire doit être saisonnier. Voilà. Ce qui veut dire, du coup, Barbara, que tous les produits sous serre, pour vous, c'est pas souhaitable. C'est à éviter. Je peux comprendre qu'on commence une culture sous serre, ça c'est normal, hein, tout ce qui est voilà. Mais de pousser le sous serre ou le hors sol ça peut être des solutions ponctuelles, mais c'est pas, pour moi, c'est pas l'avenir de l'alimentation. En aucun cas, vous pourrez nourrir tout le monde de cette façon-là. Et ce qui est important, c'est de donner accès à une nourriture saine, de qualité et sûre à tout le monde. Mais les gens qui cultivent sous serre nous disent que finalement, et ça peut-être que Philippe ou Guillaume peuvent en parler, ils nous disent que finalement, les produits qui sont cultivés sous serre ont la même valeur nutritive que ceux qui sont produits dans la terre. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. Après, il y a serre et serre. Il y a des serres où vous cultivez dans de la terre. Ça me choque absolument pas. Dans de la solution nutritive qui coule, à un moment donné, moi, je crois vraiment fondamentalement que tout est lié. Si la plante a besoin d'un sol, et en plus, elle s'exprime en fonction du sol dans lequel elle pousse. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les mesures, les moyens de mesure qu'on a, on peut peut-être penser que les deux sont équivalents ou identiques, mais on ne maîtrise toujours pas tout. Il y a plein de choses qu'on ignore. Et moi, je reste persuadée que la terre a un rôle fondamental à jouer. Voilà. Est-ce qu'un des agriculteurs veut réagir par rapport à cette question de la serre? Parce que vraiment là, on s'oriente quand même. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour cultiver sous serre ou en hydroponie. Est-ce qu'on a raison de se méfier en tant que citoyen consommateur, ou est-ce que c'est une solution pour demain? Alors, donc, moi, bonsoir, je suis agriculteur et bon, je suis en pleine terre, mais je connais des fraisiculteurs qui produisent des fraises en jardin suspendu. Moi, je les goûte, ces fraises-là, elles sont bonnes, enfin, elles ont du goût. Pourquoi ils sont passés en jardin suspendu? C'est pour la main-d'œuvre. C'est qu'en fait, en jardin suspendu, on est en hauteur et là, on trouve de la main-d'œuvre. Et quand on est à ramassage de fraises au sol, bien, ils ne trouvent pas de main-d'œuvre.
Voilà, c'est une des raisons. Après, moi, je cultive dans le sol. Deux petits points de réaction. Donc, nous, on est 5% en vente directe, notre exploitation en volaille. Volaille, asperges, un peu d'asperges vertes, puis un petit peu de noix. Puis le reste, après, c'est en coopérative. Les asperges vont, parce qu'elles ne sont pas toutes vendues dans le Loir-et-Cher, elles sont vendues aussi en région centre et en région parisienne et la vallée du Rhône. Donc, on est bien content d'avoir en fait, de pouvoir vendre nos asperges comme nos noix en dehors de la région centre, puisqu'il n'y a pas assez de clients. Par contre, on a besoin de noix et d'asperges dans le reste de la France. Moi, j'ai une question à me poser, c'est on est en volaille vente directe et je suis persuadé qu'on est moins bon en carbone. Donc, on émet plus de carbone au kilo de viande produit que… C'est pas pour ça que je le défends, hein, parce que je me bats pour ça, qu'un poulet qui vient d'Argentine par bateau et congelé. Donc, je suis persuadé que ça. Parce qu'en fait, je produis un poulet qui est élevé assez longtemps, parce qu'on veut on veut pas un poulet de 34 jours, hein, c'est un poulet de 120, 150 jours. Donc, il mange beaucoup, il va dehors. Et puis après, l'abattage, je ne le fais pas moi-même, donc j'emmène à l'abattoir me ramène chez moi, et puis après, le client vient le chercher chez moi. Je suis persuadé qu'au niveau carbone, on n'est pas bon. Voilà, c'est juste pour amener à la réflexion. Et ce n'est pas pour ça on continue quand même à en faire, hein, parce qu'on est persuadé de ce qu'on fait. Alors, on n'est pas en bio, mais on essaie de faire au mieux en privilégiant la nature, la biodiversité et en accompagnement, surtout en herbe. Le problème d'herbe, c'est un peu compliqué dans nos types de sols, donc on utilise des désherbants, mais qu'on essaie de minimiser. On a une bineuse avec un satellite et laser, caméra, quoi. On a une herse étrie, une rotoherse. Donc, on essaie de faire le moins possible, mais sans la chimie. Dans notre type de sol, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pour amener quelques petites réflexions. Je ne veux pas être trop long. Et juste ce bilan carbone là, des poulets, il n'y a pas moyen de baisser leur bilan carbone entre l'abattage, le ramener, le vendre aux clients. Il n'y a pas moyen de réfléchir au circuit de distribution et d'abattage des poulets pour que ça soit inférieur? Si on peut. On peut, sauf qu'on n'a pas assez de volume pour monter un petit abattoir chez nous, puisqu'en fait, on fait 3000 volailles à l'année et en fait, c'est très peu pour amortir un laboratoire aux normes européennes. Donc, la solution, c'est de faire plus de volailles chez soi, d'avoir un abattoir et d'avoir, je suis persuadé que les magasins de producteurs sont un très bon moyen pour réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est d'adhérer à un groupement, enfin, à un magasin collectif d'agriculteurs. Ils s'en montent un peu partout en région centre. On en a 2 sur le Blésois, mais il y en aura d'autres qui seront montés. Puis, il y en a un petit peu partout aussi en région centre. Je sais qu'il y en a aussi dans le Loiret et dans l'Indre-et-Loire, et aussi dans le Loire. Donc, il y en a un peu partout. Je suis persuadé que c'est une solution. Mais alors, nous, on arrive… S'il y aurait un jeune chez nous, on le ferait peut-être. Sauf que là, on arrive pas loin de la retraite et pour l'instant, il n'y a pas de jeunes, de chez nous qui veulent s'installer avec nous ou nous remplacer. Donc voilà. Mais je connais à peu près la solution et d'élever peut-être un petit peu moins longtemps, mais c'est pas la même qualité de viande non plus. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, je voulais juste, pour revenir sur le sujet des serres, je ne suis pas opposée aux serres, c'est juste que je ne pense pas que c'est comme tout, ce n'est pas la panacée. Et par contre, concernant le bilan carbone, c'est vrai qu'il faut en tenir compte, mais je ne crois pas que ce soit le seul indicateur qui est en jeu ici. Et en plus, le bilan carbone, c'est un petit peu comme… moi, j'appelle ça comme les statistiques ou comme les sondages. Des fois, on y met dedans ce qu'on veut bien. Il y en a certains qui ne mettent pas tout non plus. Donc, c'est trop facile d'avoir un bilan carbone meilleur que le voisin alors qu'on n'a pas tout compté parce qu'on externalise trop de choses. Et donc, même si sur le papier, Philippe pense peut-être que ces poulets coûtent plus en carbone, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que comme vous avez un bénéfice de l'autre côté sur la santé et sur d'autres choses, tout ça, ça devrait être pris en compte, pas juste l'indice carbone, quoi. Florence, nous avons une question sur Facebook. Oui. Donc j'ai Joséphine Cyr qui nous demande « Bonjour, qu'en est-il des abattoirs mobiles qui permettraient de limiter l'émission carbone due au trajet ?» Peut-être que quelqu'un veut répondre par rapport à ça. Jean-Baptiste? Oui, bonsoir à tous. Enfin, oui, j'acquiesce à la question qui a été posée et aussi aux remarques qui ont été faites. C'est-à-dire que j'ai envie de dire bienvenue dans le monde de la distribution. Parce que finalement, quand vous voulez construire une offre responsable et proposer le produit le plus
durable à vos consommateurs, vous êtes bien embêtés parce que vous voyez bien que chaque concept a ses limites. Et ce qu'expliquait Philippe sur le bilan carbone, c'est ce qu'on voit aussi nous constamment sur des matières premières. Les limites que pointait Barbara sur le local, c'est aussi une question que nous, on se pose en tant que distributeur, parce que bien évidemment, nous, on est dépendant de certaines échelles, certains volumes, et donc parfois, c'est un peu la quadrature du cercle. On aimerait tous faire comme ce que disait Sophie, c'est-à-dire avoir les 3 critères en même temps, et parfois, il y a contradiction. Et donc, je pense que, très honnêtement, nous, notre position et la manière dont on essaie de travailler, c'est d'essayer de faire au mieux. On sait très bien qu'on ne peut pas forcément répondre toujours à ces 3 critères-là, mais d'essayer de proposer la meilleure offre, aussi de penser la rémunération et la répartition de la valeur sur la chaîne. C'est une préoccupation. Voilà, il faut aussi penser la diversité des échelles, la diversité des mises en marché, la diversité des types de production. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les modèles, mais au contraire, essayer de chacun trouver son compte et de penser à la répartition de la valeur et aux impacts positifs qu'on peut avoir auprès des différents acteurs. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On a eu quelqu'un qui nous a dit qu'il était pour le local, quelqu'un d'autre pour le 2 saisons. Est-ce que quelqu'un privilégie le bio dans ses critères d'achat? Ah, c'est peut-être intéressant à noter. Est-ce que Séverine, tu aurais une remarque à faire par rapport à ça? Je dirais que le bio, en fait, c'est un choix de consommateur suivant. Enfin, pour moi, le premier critère, c'est en tant que consommatrice, déjà, c'est origine France. Après, quel type d'agriculture, je pense que c'est un choix. Si on veut acheter en local et que l'agriculteur d'à côté est bio, on achète bio en sachant ce qu'il y a dans le cahier des charges. On peut acheter avec d'autres cahiers des charges. Enfin, c'est de savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Ça dépend quel est notre objectif. Donc, ça répond au local et de proximité, de saison. Après, je vais faire un peu une réponse de Normande, mais je dirais qu'il n'y a pas la réponse à tout. Pour moi, l'objectif santé, aujourd'hui, même pour les enfants, c'est de donner une alimentation équilibrée. Et pour avoir l'équilibre, si on mange que local, comme ça a été dit, ça va être compliqué. Si on mange que de saison, ça va être des fois compliqué. Voilà, donc c'est essayer de trouver un équilibre entre l'objectif de santé d'équilibrer et effectivement privilégier comme on peut le local avec la proximité. Et on a vu qu'avec le Covid, moi, je trouve que ça a permis de resserrer le lien entre le consommateur et l'agriculteur, de pouvoir discuter. Après 2 saisons, je pense que c'est important de savoir quand est produit, quelle culture, etc. dans les choix. Et après, privilégier le local, ça dépend de la définition du local et on peut aussi élargir aux Français. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'Eugénia a levé la main. Oui, donc, c'était par rapport à la remarque tout à l'heure sur le côté artificiel des serres ou des cultures hydroponiques. Donc, je me place vraiment un peu du côté technique parce que je suis ingénieur agronome et je suis spécialiste en pathologie végétale. Et c'est vrai que dans certains cas, il peut avoir un intérêt parce que le fait de ne pas être lié au sol peut éviter un certain nombre de maladies. Et donc, l'agriculteur peut chercher à optimiser ses modes de production justement pour limiter les maladies ou alors se sert l'attaque de ravageurs. Donc, ça peut avoir un sens. Et quand on est notamment en agriculture urbaine aussi, où il n'y a pas de place, en fait, ça peut avoir un sens aussi d'optimiser le vertical. Et donc, le vertical suppose de s'affranchir du lien au sol. Donc, voilà, c'était juste une petite remarque. Et si je peux aussi donner un avis par rapport à l'aspect agriculture biologique, locale, circuit court, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que tous ces modes de production ont des enjeux très importants en termes sanitaires. Les choses évoluent. Elles évoluent d'autant plus vite que les bioagresseurs circulent plus vite parce qu'il y a des échanges commerciaux, parce qu'il y a des changements climatiques. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'être très attentifs à ces évolutions et de pouvoir apporter les solutions appropriées à chaque type et chaque mode de production. Je parle même pas de variété ou de culture, mais vraiment d'être très attentif à l'évolution des demandes des consommateurs parce qu'elles ont impacté les actions et les décisions des agriculteurs et forcément impacté l'amont de la filière. Voilà. Merci beaucoup, Eugénia. Guillaume veut peut-être réagir par rapport à
Et puis Monsieur Vachon aussi, après Guillaume. Oui, enfin, je peux réagir. Je peux réagir. Il y avait des gens qui avaient levé la main. Il y avait des gens qui avaient levé la main. Il n'y a pas de souci. Moi, peut-être, donc, pour me présenter en deux mots, Guillaume, moi, je suis agriculteur. Alors, pas en région centre, mais juste de l'autre côté de la frontière de la région, en Seine-et-Marne, vraiment sur une commune limitrophe. Donc, je suis producteur de céréales, de betteraves. On a parlé de betteraves cette année, et également de plantes aromatiques. Le tout en pleine terre. Vous avez derrière moi une photo d'une de mes parcelles de blé qui était en train de lever cet automne. Donc, moi, que répondre je suis consommateur aussi, donc c'est des sujets où je prends les deux casquettes. Hein. Alors moi, je ne fais pas de circuit court. Aujourd'hui, j'ai des consommateurs qui mangent localement mes produits, mais à travers des filières longues, parce que j'ai des produits qui demandent à être plutôt transformés. Donc, on sait manger local avec des filières longues aussi. Souvent, on mélange un petit peu les deux, et je pense que c'est important sur certains produits ou sur certains types de choix de consommateurs. On a besoin d'avoir des transformations. Donc c'est pour cela. Par exemple, moi, mes plantes aromatiques, je les fais. Ils sont destinés à être surgelés et déshydratés. Donc, vous pouvez les retrouver avec un seul maillon, ou deux avec le commerçant, entre les deux. Donc, ils sont surgelés, mis dans des petites boîtes, et vous pouvez aller les acheter dans votre grande surface ou en local ou chez un marchand de surgelés et les consommer avec très peu d'intermédiaires entre les deux, mais quand même des intermédiaires, et avoir des produits avec un maximum de goût, parce que c'est ça aussi l'intérêt, mais les avoir sous la main et toute l'année, parce que c'est vrai que parfois on veut essayer de manger un peu moins gras, un peu moins sucré, un peu moins salé, pour essayer de redonner du goût à certains plats, les plantes aromatiques, ils ont toute leur place. Alors c'est vrai que le bilan carbone, il n'est pas aussi bon que si on les cueille sur sa jardinière, sur sa fenêtre, et qu'on les met directement dans son plat, mais ça peut répondre à une partie de la population qui n'a pas forcément la main verte, qui n'a pas forcément de jardinière, qui n'a pas forcément envie de cultiver cela, et qui veut pouvoir y avoir accès. Donc c'est ça qui est aussi important, de se dire, à un moment donné, sur toutes ces questions, on a besoin d'avoir de répondre à ces deux aspects. Soit on veut vraiment quelque chose autour du nutritif, du goût, de la santé, et je pense qu'en France, on a quand même la chance de pouvoir avoir beaucoup et énormément de produits qui répondent à cela. Après, il y a le côté plutôt conviction qui est important à surligner. Et là, l'acte de consommateur et d'achat a toute sa place. C'est vrai qu'on pense souvent à des choix politiques, à aller voter ou des choses comme ça, mais lorsqu'on utilise sa carte bancaire pour aller faire ses courses, on est aussi indirectement le porte-parole de ses convictions. Et donc, si on veut être plutôt patriotique, même si en ce moment ce terme est un peu galvaudé pour d'autres problèmes, mais voilà, si on veut flécher plutôt des producteurs de son secteur ou de son pays. Donc, on peut le faire avec son acte de consommation. Si on veut, si on a des convictions pour le climat, si on a des convictions sur le carbone, tout ça, on peut le faire grâce aux indications qui sont sur les produits. Nous, agriculteurs, on essaie de se battre pour avoir un maximum d'indications sur les produits pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Alors, des fois, à vouloir bien faire, on fait mal, parce qu'on essaie de mettre beaucoup de choses, on essaie de créer des marques ou des certifications. Et là, je sais qu'en tant que consommateur, on ne s'y retrouve pas toujours. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais donc on essaie de gagner aussi en clarté pour que le consommateur puisse vraiment faire ses choix en toute connaissance de cause. Et c'est ça qui est important, et d'essayer d'avoir les moyens de ses convictions. Si on a vraiment des convictions, soyons un peu courageux. On a la chance d'avoir vraiment un grand panel en France de circuits de distribution, de certification et d'indications pour pouvoir assouvir ses convictions. Donc, donnons-nous les moyens et consommons ce que l'on veut. Après, c'est aussi important, moi, en tant que producteur, de me dire mon rôle social, c'est de se poser la question dans son métier, quel est son rôle social. Moi, mon rôle social, c'est d'essayer de nourrir les gens et de nourrir toutes les catégories de Français, en l'occurrence. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent plutôt du haut de gamme. On l'a vu tout à l'heure dans le quiz. Et c'est normal que, par exemple, si on parle du bio, il soit plus cher.
parce qu'ils demandent souvent plus de travail, avec des coûts plus importants et moins de rendement. Donc, c'est normal à un moment donné que le produit bio il soit un peu plus cher. Et on a besoin aussi d'avoir des produits peut-être un petit peu moins chers pour des gens qui ont moins de pouvoir d'achat. Moi, je me mets aussi à la place de quelqu'un qui gagne le SMIC, qui vit alors moi, je suis en région Île-de-France, mais voilà, qui met 60% de son salaire dans son logement, un peu de transport, qui veut vivre un peu comme tout le monde, être connecté et tout ça. Souvent, l'acte de consommation, c'est la variable d'ajustement et on se doit d'avoir une nourriture saine et de qualité aussi à proposer à ces gens-là. Donc, c'est essentiel de garder une grande diversité d'agriculture pour pouvoir répondre aux attentes de tout ce panel de Français. Je suis un peu long, désolé. Merci beaucoup, Guillaume. Merci bien. Je crois qu'il y avait Monsieur Vachon qui voulait réagir et puis après, il y a Pierre qui prendra la parole également. Et on a aussi des questions dans le chat, Florence, si tu veux. D'accord. Oui, je suis très intéressé par le débat là. Moi, ce qui me paraît, enfin, ma réponse, ça serait de répondre sur les 3 critères, le local, le de saison et le bio, et dans l'ordre, surtout le local, le de saison et le bio, je dirais de façon un petit peu anecdotique. Moi, je ne suis pas persuadé que tout ce qui a la dénomination bio soit vraiment très différent des aliments de qualité qui ne portent pas ce label. Donc, il y a tellement de diversité et tellement de non-transparence actuelle dans ces critères-là que globalement, on pourrait simplement s'orienter vers la qualité gustative, ce que l'on trouve dans les aliments, la qualité sanitaire aussi, mais ça, on le perçoit avec du bon sens. Et moi, je pense que c'est plus le bon sens qui est intéressant à mettre en valeur. Les circuits courts, c'est évident que donner la priorité dans ces achats à des produits locaux, départementaux, français, avant de faire venir des tomates qui ont fait 3 fois le tour du monde dans son assiette. Effectivement, toute personne normale pense que les tomates qui viennent d'à côté c'est quand même plus logique. Donc, si on remettait le bon sens en activité, il y a des tas de circuits à travers le monde qui n'existeraient pas. Et dans ces circuits à travers le monde, il n'y a pas que le consommateur qui est partie prenante. Il demande des choses, mais il le demande à très, très faible voix. Les acteurs principaux, c'est ceux qui s'occupent de la commercialisation au sens large et qui amènent sur les étals les produits qui viennent du bout du monde. D'accord. Donc, en fait, quand on est consommateur, on a une fâcheuse tendance à accepter, à regarder les produits, et même si ça vient de loin, mais si c'est beau, si on a envie, on achète. Donc, la première garantie, ça serait que ceux qui s'occupent de la distribution mettent du bon sens dans le fonctionnement général. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre l'intervention de Pierre. Et puis, il y a Mathis et Eric qui n'ont pas parlé non plus. Si vous pouvez privilégier des prises de parole assez courtes pour qu'on ait le temps. Là, le temps tourne et je voudrais que tout le monde puisse savoir parler au bout du temps. À la question lequel privilégier des 3, moi je t'avais répondu et je confirme les 3. En partant du principe qu'il y a une interaction, en partant du local. Si je devais en choisir un, dans la théorie c'est les 3, dans la pratique, il m'est venu une seconde réflexion, c'est de dire ça dépend du lieu où on est. Alors ça tombe bien, comme je viens de déménager dans un village de 1200 habitants, j'ai tendance à penser que le local me sera beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible que quand j'étais à Plaisir dans le 78, voir des gens à Paris, où là, il est quasiment mission impossible de trouver du local parce que la densité de population est telle que dans la grande distribution, le local devient insuffisant. Alors, il faut vraiment le chercher et on a mal le choix de l'avoir. Par rapport au bon sens que disait mon prédécesseur, oui, sauf que la grande distribution, elle pousse dans un sens qui ne pousse pas, lui, au bon sens. Le bon sens est un truc extraordinaire, mais malheureusement, dans le club des consommateurs engagés Carrefour, on travaille beaucoup avec Bertrand Swiderski sur cette notion de bon sens. Le consommateur va dans ce sens-là, mais la grande distribution, elle va carrément dans l'autre sens. Excusez-moi, monsieur Léger, là pour Lidl, mais très souvent, l'argument de vente dans la grande distribution, ce n'est pas le bon sens, c'est le moins cher. Et quand on commence à raisonner avec le moins cher, on en arrive effectivement à chatouiller un petit peu des produits qui ne sont plus tellement dans l'esprit dont tous les bâtons là, hein, du local, du bio, avec des qualités nutritives, etc.
Et là, ça pose de sérieux problèmes. C'est vrai, comme le disait, je crois que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, non, c'était Guillaume, qui disait, oui, d'accord, le bio, c'est bien, seulement ça a un coût de production que ne peuvent pas forcément assumer les consommateurs, en tout cas tous les consommateurs, et surtout les consommateurs très peu fortunés. Et Dieu sait si en ce moment, il y en a un paquet et ça croît. Voilà. Alors, se rabattre sur des produits qui coûtent moins cher, oui, parce que le porte-monnaie fait la loi, mais en attendant, c'est prendre le risque de tomber sur des produits de mauvaise qualité. Qui sont peut-être pas, effectivement, qui n'ont pas la valeur nutritionnelle du bio. Donc voilà, pour résumer, il faut tendre effectivement vers cette théorie tripartite locale, bio, saisonnalité. Là, je rejoins Barbara, on se bat comme des fous avec Carrefour pour leur arrêter, qu'ils arrêtent de vendre des tomates, des fraises en hiver. Il y a un boulot monstrueux à faire, aussi bien du côté grande distribution, monsieur Lidl, vous avez du travail de ce point de vue-là, autant il faut arriver, et là c'est un boulot titanesque, de faire modifier les habitudes qu'ont les gens dans les magasins. Et là, c'est un gros boulot. J'arrête là, mais je crois avoir posé le problème comme il faut. Merci beaucoup, Pierre. Merci bien. Mathis a levé la main. Et après, on prendra les questions du chat, Simon. Ouais, ben moi je veux dire que déjà au niveau donc local et de saison, c'est deux caractéristiques qui vont de pair parce que si on fait local, on fait forcément de saison. Enfin, à part si on a des serres chauffées. Mais donc je pense que c'est vraiment deux choses qui vont de pair. Déjà, rien que d'un point de vue rapprochement entre le consommateur et le producteur, pas en termes de distance, mais en termes symboliques. Enfin, quand on va acheter quelque chose chez le producteur, on voit où ça a poussé. Ce n'est pas juste un produit dans une boîte qu'on achète au supermarché. Je pense que c'est vraiment déjà important que ce lien soit recréé pour pas que le consommateur soit déconnecté de la réalité et qu'il voit comment les choses sont cultivées en vrai dans le champ et pas seulement quand il va acheter une boîte au supermarché. Ensuite, on avait parlé justement de cette question locale pour l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone du transport, c'est quand même une petite partie de l'empreinte carbone de l'aliment. Tout dépend de l'aliment, ça peut tourner autour de 7%. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend du bœuf, l'empreinte carbone du transport, c'est que 7%. Donc, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on cultive et pas de… Enfin, qu'est-ce qu'on cultive est plus important de comment on le cultive, en fait. Donc, à Noël, il y avait plusieurs articles qui sont sortis qui disaient qu'il valait mieux manger des bananes qui venaient de l'autre bout du monde qu'un bœuf qui venait de la ferme d'à côté de chez soi, parce que justement, au niveau carbone, c'était beaucoup plus important. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il est aussi nécessaire, donc, comme Barbara le disait, quand on veut manger local, on ne peut pas manger grand-chose, de rediversifier tout ça, en fait, parce que de redévelopper un peu le maraîchage, parce que le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on est si on a des gros secteurs, c'est-à-dire que dans cette zone géographique, on produit des céréales, dans cette zone géographique, on produit autre chose. En Bretagne, on produit tout ce qui est porc, etc. Et donc, je pense que ça dépend aussi vachement de la terre qui est présente, mais je pense que ce serait bien de relocaliser un peu toutes les choses, qu'en fait, il y ait un peu de tout partout et pas qu'on soit avec cette approche un peu industrielle, c'est-à-dire qu'on sectorise vraiment les céréales ici, etc. Et puis, donc voilà, enfin, je vais un peu rappeler le message que je rappelle à chaque fois. Maintenant, ceux qui sont là depuis quelques temps me connaissent bien. Il est assez urgent qu'on agisse au niveau climatique. Enfin, on va dire que là, on l'a encore vu, l'année 2020, c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Il faut absolument qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Et justement, l'agriculture est une des causes de ces émissions. Et c'est surtout le premier secteur qui va être touché. Enfin, on le voit, par exemple, avec les canicules. La canicule de 2003 pourrait devenir la norme d'ici 2050. Et on sait très bien qu'au niveau culture, en fait, ce sera plus possible. Enfin, on aura de grandes pertes de rendement. Et donc, il faut faire très attention là-dessus. Enfin, le secteur agricole va complètement être bouleversé par ce changement climatique et il est très important qu'on revoie les choses en profondeur. Donc, ça passe effectivement par l'arrêt des pesticides, donc le développement du bio et même, si possible, un peu plus avec de nouvelles pratiques agricoles parce que les pesticides, on connaît tous ces effets sur la biodiversité. C'est absolument destructeur. On est dans la 6e extinction de masse. Les pesticides, ça émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre par sa fabrication. Mais voilà, donc je pense que les 3 points sont vachement importants à aborder. Mais ce qui est aussi vachement important à aborder, c'est qu'est-ce qu'on cultive.
aussi. Donc, pas forcément comment, mais qu'est-ce qu'on cultive. Donc, est-ce qu'au lieu d'avoir plein d'élevage avec surtout les terres pour cultiver la nourriture qu'on donne aux animaux, est-ce qu'on ne cultiverait pas des choses, du coup, des légumes qu'on vendrait du coup au niveau local et puis, si possible, sans pesticides? Merci beaucoup, Mathis. Merci pour cette intervention. Je vois que sur toutes les personnes qui sont là, Eric n'a pas parlé. Est-ce que tu veux intervenir, Eric? C'était bien d'écouter de temps en temps. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis de la restauration collective depuis 40 ans et j'en ai été le président national. À ce titre, j'ai participé à la loi Egalim. Donc, je pense qu'on a beaucoup réfléchi, évidemment, comme vous tous. Mais quand même, on a parlé de bon sens, on va revenir au bon sens. Celui qui dirige le monde, c'est le consommateur. Si le consommateur ne veut pas acheter, ni l'agriculteur, ni le grossiste, ni le restaurateur va acheter des produits locaux, en circuit court, bio ou sous signe de qualité. Si on n'a pas de débouché économique, nous n'irons pas. Parce qu'on ne peut pas mettre à défaut la filière. Et donc, on peut jeter l'opprobre sur la restauration collective. En gestion directe, elle est plutôt vertueuse par rapport à d'autres, mais qu'importe. On peut aussi dire à Lidl, c'est pas bien, mais derrière, il y a des réalités économiques parce qu'il y a des acteurs qui achètent. Donc là-dessus, je pense que notre vrai travail, c'est déjà aussi d'éduquer les consommateurs. C'est ce que nous faisons en restauration collective, puisque plus de 70% des gens passeront en restauration collective. Donc c'est notre mission, notre principale mission. Et puis, quand on est en restauration collective, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs, même si on nourrit 10 millions de personnes par jour, pas en ce moment, je vous le rassure, et 3 milliards par an, la première demande qui est faite des consommateurs, et vous l'avez exprimé, c'est la traçabilité et donc la sécurité alimentaire. C'est le premier enjeu qui nous est proposé et qui nous est sollicité. Évidemment, si on commence à prendre des produits de proximité, alors je ne dis pas local parce que local n'a pas de définition, mais de proximité et de meilleure proximité possible entre l'agriculteur et le restaurateur, alors on peut penser qu'on aura une meilleure traçabilité. On parle de produits bruts, pas uniquement de produits transformés. C'est une autre histoire, on ne va pas rentrer parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, la première demande, c'est bien sûr la traçabilité, la sécurité, puis derrière c'est le prix. J'en suis désolé, hein. C'est le prix. Et encore, moi je travaille dans un lieu en ce moment où les gens ont un certain pouvoir d'achat, puisque ce sont des chercheurs et des administratifs, même eux, la première demande, c'est le prix. Et la demande exprimée en termes de qualité, sous signe de qualité de produit, ce n'est pas tellement le bio, pas de grosse demande. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 20% de gens qui nous demandent des produits plutôt sur les légumes, les féculents et les légumes protéinés. Ça, c'est une vraie tendance, c'est-à-dire le végétarien est une plus grosse tendance que le bio. Alors, je vous répondrai pour le bio, pareil que je pense que c'était une bonne réponse, pareil que Laurent Grandin, qui est le président de l'interprofession de fruits et légumes. Le bio est la solution, mais pas la seule solution. Ça en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Et donc, considérer l'idée que le bio serait la seule solution, c'est déjà une idée, effectivement, qui n'est pas la bonne. J'ai entendu aussi beaucoup d'éléments sur la qualité de nos produits, que ce soit bio ou pas bio. L'ensemble de nos produits qui sont consommés en France sont de très bonne qualité. Donc, voilà, même s'ils ne sont pas bio, ils sont de très bonne qualité. Il n'y a aucun problème, j'oserais dire, et je pense que vous le partagez avec moi, quand on regarde avec d'autres pays étrangers, on est plutôt très bien, très bon. Donc là-dessus, pas de souci. On a évidemment une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'améliorer sur les intrants, les pesticides et tout ça. Oui, on a une marge de manœuvre, mais il faut y aller progressivement. Il faut accompagner la filière. C'est ce qui est prévu dans les plans de filière qui ont été remis au président de la République. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est vraiment dans cette démarche et elle est transparente. Certains disent que ce n'est pas transparent. Si, c'est très transparent. Il suffit d'aller aux bonnes informations, mais c'est vraiment transparent. Il y a une vraie démarche. Après, effectivement, parfois, ça peut nécessiter un prix un peu plus élevé et on est toujours dans cette problématique du prix. Alors moi, en restauration collective, ce que l'on fait en premier, c'est évidemment, on commence à s'attaquer sur des produits de proximité, de saison. C'est plutôt ce qui nous guide dans nos capacités d'achat. Je répète qu'on achète en fonction des bassins de production et pas forcément des dons de village. En France, c'est des bassins de production, donc on va vers les bassins de production le plus proche de nous
pareil pour les producteurs de volailles. Moi, j'ai un volailler qui s'est installé chez nous et on va en proximité avec des volailles de 120 jours bio et on va là. Pas que, mais là aussi. Et puis après, on essaye d'aller vers le HVE 2 ou le 3 qui est, comme vous le savez, plus qualitatif, en tout cas qui permet aux agriculteurs de monter en gamme petit à petit. Et le HVE2 est un produit qui est accessible financièrement. Vous voyez, donc, du coup, ça nous permet vraiment d'accompagner les agriculteurs vers une démarche de progrès où il est à peu près sûr de vendre son produit. Puis après, évidemment, on peut aller vers les signes de qualité et puis en dernier vers le bio parce que le bio est quand même malheureusement beaucoup plus cher, ne serait-ce que par les outils nécessaires et évidemment la main-d'œuvre, puisque ça nécessite des fois souvent plus de main-d'œuvre. Donc voilà un petit peu notre démarche de progrès pour accompagner les agriculteurs, mais toujours avec beaucoup, Eric. Cette capacité d'achat. Voilà. Merci bien, merci. Simon, est-ce que tu veux nous donner une ou deux questions dans le chat? Oui, surtout deux réactions qui me paraissent très intéressantes, qui font un petit peu écho à tous vos échanges. Julie qui nous dit qu'il faudrait éduquer le consommateur sur les différentes filières et lui montrer que nos agriculteurs travaillent bien et que derrière des produits sous grande marque, il y a souvent beaucoup de petits producteurs et pas forcément des usines à gaz. Je trouvais que c'était une réaction plutôt intéressante. Et une réaction d'un autre consommateur par rapport à ce commentaire, donc de Anaël, qui nous dit « Je trouve que le problème, c'est justement les grandes marques. Personnellement, je pense que l'avenir, c'est les coopératives de producteurs afin d'allier des meilleures rémunérations pour les producteurs, des prix justes et des produits plus responsables. J'aimerais savoir où va mon argent. » Donc là, c'est plutôt une question. « J'aimerais savoir où va mon argent quand j'achète un produit et je pense que c'est un besoin grandissant pour la plupart des gens. » Donc, je trouvais deux réactions qui étaient plutôt intéressantes par rapport à tout ce que vous avez dit. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Simon. Alors, il est déjà 18h59. C'est passé trop vite. Je voudrais juste donner la parole en 2-3 phrases à un acteur économique, puis à un citoyen, pour qu'ils nous disent qu'est-ce que leur a apporté cette réunion. Est-ce que ça leur a permis de progresser et dans quelle direction? Voilà, c'est juste un retour sur la réunion pour dire ce qu'ils en ont pensé. Donc, est-ce qu'il y a un acteur économique qui veut bien lever la main? Ah ben, Jean-Baptiste, alors Jean-Baptiste. Oui, merci Florence et merci à tous. Moi, ce que je retiens, c'est la demande de transparence pour l'éducation. C'est ce que venait de dire Barbara aussi. Je pense que c'est un effort que nous, on essaie de faire à notre niveau chez Lidl. Transparence sur les origines, transparence sur les labels, la communication sur le point de vente. Après, voilà, c'est une démarche d'amélioration continue. On peut toujours s'améliorer. Je pense qu'il faut essayer de regarder le côté positif, essayer de trouver les points de convergence et voilà. Aller sur la qualité, la diversité, le plaisir aussi, ça a été mentionné par beaucoup de personnes, le goût. Voilà, je pense que tout le monde a envie de faire mieux. En fait. Merci beaucoup. Qui parmi les citoyens veut tirer une petite conclusion de notre réunion? J'aurais simplement une petite remarque, c'est le bilan carbone. Je pense que c'est un paramètre qui grossit beaucoup les phénomènes et qui nous éloigne du bon sens. Enfin, c'est un bon paramètre, mais il est vraiment trop, on en parle trop. Enfin, et au niveau agricole, je pense que ça a été dit tout à l'heure, c'est pas tellement le transport qui compte, c'est l'agriculture elle-même. Donc en fait, les progrès bilan carbone, c'est du côté de l'agriculture. Et là, je pense que c'est bien engagé. Enfin, il y a vraiment des options agronomiques qui sont assez fondamentales. Et là, bon, très bien, il suffit d'applaudir. Hein. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Le transport, je crois que c'est plus de 14% quand même. Et puis, vous avez effectivement raison sur les mesureurs. L'Agrocampus de Rennes avait travaillé, on y a travaillé avec eux, sur l'empreinte écologique, qui est un autre, un autre élément de calcul qui est, à mon avis, beaucoup plus complet que celui que vous parlez, mais vaste débat. Bien. Barbara, est-ce que tu pourrais nous faire une petite conclusion au niveau des citoyens? Oui, bien sûr. Alors, comme d'habitude, hein, moi c'est Madame Tous Ensemble et Madame Petit Pas, hein, donc je persiste et je signe. Et donc, ce que je trouve formidable, alors c'est vrai qu'on a un peu chargé Monsieur Léger Lidl, on est un peu moins, oui, bon, si, avouons, hein, mais en même temps, il faut admettre que c'est le seul représentant hein, de sa catégorie. On a 10 millions de clients par semaine, c'est considérable, donc oui. Nécessairement. Donc c'est d'où effectivement presque la première place dans l'échelle de responsabilité. J'aime pas ce terme parce que je crois qu'on est tous responsables chacun à notre niveau. Et c'est ce que je trouve une fois de plus formidable, c'est que là on échange, on essaye de se découvrir, de se comprendre et on avance tous ensemble. On essaye vraiment tous d'aller le plus possible dans
il n'y a pas une meilleure direction, comme on l'a dit avant, il y en aura certainement plusieurs, mais on y va, quoi. On y va et continuons. Et forcément, c'était trop court, donc il faut qu'on se revoie. Voilà. C'est prévu. Hein. Voilà. Est-ce que le vice-président de l'Open Agri-Food veut faire une petite conclusion aussi? Alors, moi, effectivement, il va nous manquer du temps. Mais c'est vraiment avec un vrai plaisir que j'ai participé à cette première table ronde. Je peux vous dire que les agriculteurs sont engagés, j'étais en train de l'écrire, sont vraiment engagés dans les transitions. Alors en plus, l'État nous accompagne un petit peu en ce moment, mais il n'y a pas que l'État. Après, il y a la volonté des agriculteurs, il y a la volonté des chambres d'agriculture, puisque donc, je suis aussi très engagé nationalement et régionalement dans l'action des chambres pour apporter un conseil aux agriculteurs, pour justement faire des diagnostics sur l'exploitation, pour apporter une amélioration de l'agriculture, de leur système. Mais on ne change pas en une année. Une transition, c'est des années. C'est un virage à l'équerre, c'est tout le temps mauvais. Donc, on y va tranquillement, on fait 2 pas en avant, on fait des fois un pas en arrière, mais on est parti dans cette transition pour répondre tout doucement, pour répondre à l'attente sociétale. Le souci, c'est que ça a été soulevé tout à l'heure, s'il y a un revenu aussi derrière. Parce que si on fait une transition et qu'on n'a pas de revenu, on va droit dans le mur aussi. Donc, oui, faire plus de multiplier les productions sur tous les secteurs, je suis d'accord, on est en train. Alors, il y a le problème de l'eau à résoudre. Donc, il faut résoudre tous les problèmes en même temps et avancer en cohérence. Et Merci aussi, beaucoup, il faut supporter socialement, parce qu'il y a beaucoup de métiers, c'est le dos, c'est les jambes, c'est les épaules qui souffrent. Donc, on est obligé aussi de mécaniser. Donc, on est obligé d'avoir un volume minimum à produire par production. C'est très déterminant. Et ça, on appelle tout ça la durabilité. Merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion. Alors, je vais vous proposer, juste avant qu'on se quitte, on vous a réalisé un petit sondage. Il y a 3 questions. Ça va aller très, très vite. Donc, je vous le lance. La première question, c'est je sais que vous voudriez choisir les 3, mais si vous avez à choisir un critère, lequel choisissez-vous? Ensuite, les 2 questions suivantes sont: est-ce que j'ai progressé dans ma connaissance du sujet? Et est-ce que ce rendez-vous me donne envie de changer mes pratiques? Voilà. Bien, je pense que tout le monde a voté. Non, peut-être pas encore. C'est presque, tout le monde a pratiquement voté. Ça y est, donc je vous partage le sondage. Donc, c'est le local qui gagne. On n'est pas surpris, c'est bien les échanges qu'on a eus. Grâce à ce rendez-vous, j'ai progressé sur ma connaissance du sujet plus tôt, donc tant mieux, ça veut dire que c'est utile. Et ce rendez-vous me donne envie de changer mes pratiques, effectivement. Donc ça, c'est parfait. Donc, est-ce que vous voyez bien les résultats? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, parfait. Écoutez, je vous dis un grand merci pour votre présence. Je vous donne rendez-vous le 18 février. Le sujet, ce sera plastique hors note plastique. Est-ce qu'on doit privilégier la lutte contre le plastique au détriment de notre sécurité alimentaire? Et le 18 mars, on aura un rendez-vous sur la PAC, frein ou accélérateur de la transition. Voilà, donc on vous enverra toutes les petites infos pour que vous vous inscriviez si vous avez envie de participer. Je vous dis encore un immense merci. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.